Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis samedi 24 février à Abuja et ont décidé la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. La CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au pays depuis la prise de pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet. Avant qu'on ne continue, pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, d'histoire et on fait des analyses. Aussi, notre équipe offre des services d'animation, de modélisation 2D, 3D et de montage vidéo. Au besoin, contactez-nous à ce numéro et il y a des informations complémentaires en description. Revenons au sujet. La CEDEAO lève une grande partie des sanctions prises après le coup d'état militaire. La communauté économique prévoit de réouvrir les frontières de l'espace aérien du Niger, d'autoriser à nouveau les transactions financières entre le Niger et les pays de la CEDEAO et de dégeler les avoirs de l'État nigérien invoquant des raisons humanitaires. Félicitations à eux. On se demande bien à quoi est-ce qu'ils pensaient quand ils faisaient ces sanctions au départ. Vous prenez une décision de ce genre, impactant des millions de personnes qui souffrent déjà beaucoup, et après pour venir dire « Oups, on n'avait pas remarqué que c'était inhumain comme décision ». Félicitations. Les chefs d'État des pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest se sont réunis samedi 24 février à Abuja et ont décidé la levée d'une grande partie des sanctions contre le Niger. La CEDEAO a décidé de lever avec effet immédiat les plus lourdes sanctions imposées au pays depuis la prise de pouvoir à Niamey d'un régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum en juillet. Des sanctions individuelles et politiques restent en place. La CEDEAO a également réclamé la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum, détenu avec son épouse par le régime militaire depuis 7 mois. L'organisation régionale avait convoqué samedi un nouveau sommet extraordinaire afin de discuter de la politique, de la paix et de la sécurité dans la région du Niger. Nous devons revoir notre approche quant au retour de l'ordre constitutionnel chez 4 de nos pays membres. C'est ce qu'avait déclaré en introduction le président Bola Ahmed Tinubu qui assure la présidence de la CEDEAO en faisant référence au Mali, au Burkina Faso, au Niger et à la Guinée. Ces sanctions ont durement éprouvé le Niger où le taux de pauvreté extrême dépasse déjà les 40% selon la Banque mondiale. La CEDEAO, si vous vous rappelez, avait d'abord menacé le nouveau régime à Niamey d'une intervention militaire avant de faire marche arrière et d'annuler. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso, qui ont notamment retourné leur dos à la France, se sont rapprochés de la Russie et se sont regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les 3 pays ont annoncé en janvier qu'ils quittent la CEDEAO. En mi-février, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Et il a expliqué que ce sera comme une étape de sortie de la colonisation. Et ce ne sera pas peu de le dire, ce sera une très grosse étape, une très belle avancée. L'annonce du retrait burkinabé, nigérien et malien de la CEDEAO suscite l'inquiétude de beaucoup de personnes dans le pays, particulièrement les commerçants. La CEDEAO garantissait en effet aux citoyens des 15 pays membres de pouvoir voyager sans visa et de pouvoir s'établir dans les pays membres pour y travailler ou alors pour y résider. La dernière réunion des membres de la CEDEAO remonte au 9 février lorsqu'ils avaient appelé à la réconciliation avec les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso et les avaient exhortés à rester dans le bloc régional. Mais l'alliance a été claire. Leur décision ne saurait être annulée. Ils ont mûrement réfléchi avant de prendre cette décision. Donc pour l'instant, ils restent hors de la CEDEAO. Quelques heures après que l'organisation régionale ait levé certaines sanctions sur le Niger, la CEDEAO a aussi levé des sanctions contre la Guinée et le Mali. Ces mesures montrent un pas, un stratagème de la CEDEAO vers la reprise du dialogue avec les gouvernements militaires du Sahel. Toutefois, le Burkina Faso, l'un des 4 États sous régime militaire depuis 2020 et également soumis à des sanctions de la CEDEAO, n'a pas été mentionné dans cette décision. Après avoir levé les sanctions contre le Niger, la Guinée et le Mali, la CEDEAO a annoncé dans un communiqué publié dimanche 25 février qu'elle lèverait les sanctions financières et économiques à l'égard de la République de Guinée et qu'elle supprimerait les restrictions sur le recrutement des citoyens de la République du Mali pour les postes au sein des institutions de la CEDEAO. Le sommet extraordinaire qu'ils ont organisé samedi était pour discuter de la politique, de la paix, de la sécurité publique comme je l'expliquais, mais surtout des développements récents dans la région et l'implication du départ de l'Alliance des États du Sahel de la communauté.
Lors de l'allocution finale d'Omar Alieu Touré, le président de la commission de la CEDEAO, en fin de journée du samedi, la levée des sanctions contre la Guinée et le Mali n'a pas été spécifiquement mentionnée, mais il a tout de même été acté. Donc ils ont pris la décision, mais dans son allocution, il n'a pas parlé de ça. En Guinée, un an après l'arrivée au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, la CEDEAO avait interdit les transactions financières avec ses institutions membres. Lundi de la semaine dernière, le chef de l'État a annoncé par décret la dissolution du gouvernement en fonction depuis juillet 2022. Au Mali, pays qui a connu 2 coups d'État en 2020 et en 2021, le bloc régional avait imposé des sanctions économiques et financières levées en juillet 2022 lorsque le gouvernement en place avait annoncé son calendrier de transition. Le communiqué final de l'organisation régionale ne mentionne pas le Burkina Faso, également soumis à des sanctions de la CEDEAO. La CEDEAO joue avec la vie des gens en sanctionnant au compte de l'Occident leurs pays membres en totale violation de leurs traités et de leurs réglementations. Puis elle vient remettre une partie de ces accords en place, accords qu'elle n'aurait jamais dû toucher à la base, en faisant comme si elle veut discuter, comme si c'était un acte de foi. Mais on a compris que la sortie de l'Alliance des États du Sahel, de la CEDEAO, a été perçue comme étant un très gros échec. Ce n'était même pas perçu, c'est un très gros échec. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer ça. On a un accord de partenariat. Tu me sanctionnes injustement et illégalement, puis je décide de rompre notre partenariat et d'arrêter de travailler avec toi. Comme acte de foi entre guillemets, tu retires les sanctions en essayant de me faire croire qu'en fait tu essaies de faire un geste pour négocier. Mais non, tu n'as pas démontré que tu étais quelqu'un de fiable. Et pendant que je me bats pour la souveraineté de mon pays, toi tu me rends la tâche beaucoup plus difficile. Tu fais en sorte que mes populations souffrent encore plus et meurent. Par exemple, pendant que la CEDEAO est en train d'hésiter, est-ce qu'elles doivent lever les sanctions au Burkina Faso ou pas? Les forces burkinabées ont été attaquées simultanément dans plusieurs régions par des vagues de terroristes. Heureusement, ils sont parvenus à les disperser. D'un côté, il y a des gens en costume cravate qui réfléchissent à lever des sanctions qui sont de base illégales. Et de l'autre côté, il y a des gens qui défendent leur vie attaqués par des terroristes qui lancent des attaques synchronisées. À Pansa, à Natiabouani, à Kongoussi, à Waïgouya et à Tankwalong. Tous ces endroits ont été attaqués. Et ce sont des véhicules équipés de mitrailleuses qui ont été utilisés là-bas. Vous imaginez le nombre de victimes qu'il y a eu? La plupart des attaques ont eu lieu le 25 février, mais la première confrontation avait déjà eu lieu le 23 février à Pansa. Mais les assaillants ont cependant été mis en déroute par la sagacité et la vigueur des forces burkinabées, y compris grâce aux frappes de drones. Certains groupes de terroristes ont tenté de prendre la fuite en moto ou en pick-up et ont été neutralisés par des frappes de missiles. Comme tous ces voyants du Sahel, le Burkina est confronté à une menace terroriste depuis plusieurs années. Les autorités ont longtemps dénoncé l'efficacité stratégique proposée par la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest pour pouvoir lutter contre ce fléau. Mais là où ils ont besoin d'aide, c'est à ce moment-là, à ce moment précis, que la communauté décide de les frapper à coups de sanctions. Et en conséquence donc, le Burkina Faso a décidé de quitter l'organisation en compagnie de ses voisins du Niger et du Mali. Les 3 pays privilégient désormais la coopération sécuritaire au sein de l'Alliance des États du Sahel, organisation qu'ils ont créée eux-mêmes. Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a plusieurs fois mis l'accent sur l'aide de la Russie qui fournit notamment du matériel militaire adéquat pour combattre les troupes terroristes, au contraire de l'Occident qui a tenté des dizaines et des dizaines de fois de désarmer le pays et laisser maintenant le pays aux mains et au bon vouloir des terroristes. Quittant maintenant l'Afrique pour aller aux États-Unis où des chiffres montrent la réalité des guerres américaines dans le monde. Et donc tout ça révèle des faits assez choquants pour ceux qui n'avaient pas encore pris conscience. La puissance des lobbies des armes aux États-Unis est un acteur incontournable dans les coulisses du pouvoir. Rien ne semble pouvoir se faire sans son influence. Il englobe non seulement la production d'armes et de munitions, mais il connaît également une croissance vertigineuse de 17,5% par an, une expansion alimentée en très grande partie par la guerre en Ukraine. Ils ont parlé d'humanisme, de crimes, de soutien pour la paix, pour la démocratie. Ils ont expliqué que l'Ukraine se faisait envahir et j'en passe. Cependant, très récemment, leurs arguments ont eu une dimension beaucoup plus pragmatique. Selon le journal américain The Wall Street Journal, cette implication des États-Unis pour la guerre en Ukraine est bénéfique économiquement pour les Américains. Depuis l'opération spéciale russe en Ukraine, l'industrie de la défense américaine a en effet enregistré une augmentation spectaculaire des commandes d'armes et de munitions au cours des 2 dernières années.
Cette hausse des affaires est attribuée en grande partie aux alliés européens de l'OTAN qui font l'acquisition d'armements aux États-Unis. Cependant, c'est surtout le Pentagone qui impulse cette dynamique en passant des commandes massives auprès des fabricants nationaux, répondant ainsi tant à ses propres besoins qu'à ceux de l'Ukraine qu'ils soutiennent activement. Selon les responsables de l'administration Biden, sur les 60,7 milliards de dollars récemment alloués à l'Ukraine, une part significative de 64% reviendra en réalité à l'industrie de défense américaine. Donc l'argent en fait tourne à l'intérieur du pays. Laëlle Bragnard, la directrice du Conseil économique national de la Maison Blanche, lors d'une récente interview a dit que c'est l'une des choses qui est souvent mal comprise, l'importance de ces fonds pour l'emploi et la production à travers le pays. Façon de dire que les fonds sont en majeure partie exploités dans le pays. Ce commerce florissant des armes et des munitions aux États-Unis se démarque particulièrement lorsque l'économie allemande peine à progresser, comme le révèle un rapport récent témoignant d'une croissance impressionnante de 17% dans l'industrie de l'armement. Finalement, ces gens trouvent toujours un moyen de faire du profit sur la mort des autres. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'histoire, d'actualité et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à regarder nos anciennes vidéos, on a plus de 400 thèmes déjà traités et si vous voulez plus de contenu, vous pouvez vous abonner à nos autres chaînes YouTube en fonction de vos centres d'intérêt. Sur Ekima, on parle d'économie et de sciences humaines. Sur Hassani, on parle de jeux vidéo et de divertissement. Si ça vous intéresse, les liens sont en description.